Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des fonctionnalités de JavaScript utilisables en 2026. Par utilisables, j'entends qu'elles sont disponibles dans tous les navigateurs qui sont à jour. Alors, on va commencer sur les chapeaux de roue parce que j'ai besoin de ça pour la démo. On va commencer par les modules. Alors à l'époque, quand on voulait faire un script, on aurait fait script démo type application JavaScript ou ECMAScript, qui est le nom réel en fait, de JavaScript. Et alors, enfin, en tout cas, le nom qui est utilisé dans les standards. Ici, on va mettre JavaScript parce que ça fait plus vieux. Donc voilà, à ancienne époque, on faisait ça. Et ensuite, dans Demo.js, si je voulais accéder au div qui est ici, on aurait fait, on n'aurait pas pu faire ceci. Ça ne fonctionne pas. Donc, si je fais un getElementById et que j'essaie d'avoir logout.innerText égale OK, alors ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le DOM n'est pas prêt, etc. Et donc, comme l'intelligence artificielle nous propose, on attendait que le DOM soit prêt et puis on pouvait effectuer notre code. Voilà, c'était un peu la cérémonie habituelle. Alors, ceux qui avaient un peu plus d'expérience, ça, ils disaient non, non, ça c'est mauvais parce que si tes scripts sont gros, ils doivent charger et être parsés, évalués et tout, avant que le document soit chargé lui-même. Parce que le navigateur s'arrêtait à chaque fois qu'il voit un link ou un script, ce qu'il faisait, c'est qu'il chargeait la ressource à ce moment-là. Et si c'était un JavaScript, il allait encore plus loin, il allait parser et évaluer. Et quand un script est modérément complexe, c'est quelques centièmes de seconde. Ça a l'air de rien, mais ça s'accumule. Et donc, du coup, on voyait des flashs et tout ça. Donc, on nous disait, oui, non, en fait, il faut mettre le script ici. Et en faisant ça, ce qui est bien, c'est que parfois, on pouvait simplement enlever ça parce que le navigateur avait déjà vu le... Alors, pour montrer, hein, que ça fonctionne, que je n'invente pas. Parce que le navigateur avait déjà vu le HTML, avait déjà parsé, etc. Mais on prenait des risques avec IE qui étaient un peu bizarres. Enfin, c'était faisable, mais pas recommandé. Donc, on devait quand même garder l'événement autour pour être sûr et certain que le DOM soit prêt. Donc, voilà. C'était faisable, on le faisait. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut remplacer ça par, donc ce qu'on a vu ici, module. En mettant module, là, on dit au navigateur que ce démo.js est un fichier JS particulier qui est un module. Et donc, il doit le ségréguer, c'est-à-dire qu'il aura son propre contexte dans le navigateur. Et qu'il pourra être importé, il pourra exporter des choses. Donc, c'est un peu comme un module dans d'autres langages. Et surtout, qu'il sera déféré. Alors, déféré, ça veut dire qu'il va être chargé à la fin que le DOM soit prêt. Donc on va pas charger au moment où on le lit, on va le charger ici à la fin. On peut imaginer ça comme ça. Donc avant le rendu, on va interpréter le module. Ce qui veut dire également que on peut laisser le module comme il est ici et qui va fonctionner parce qu'on a la garantie qu'on va pouvoir trouver l'élément puisque on sera juste avant le rendu. Et donc très bien pour un chargement rapide. Voilà. Alors évidemment, le navigateur est plus intelligent. Donc il va pouvoir aussi le charger en parallèle et tout ça, mais ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse, c'est qu'il va être exécuté à ce moment-là, entre le rendu, donc le chargement et le rendu. Et il va être exécuté en parallèle. Donc on n'attendra pas la fin d'exécution pour faire le rendu. Donc c'est fantastique, magnifique. Alors ici on a le getElementById, innerText, ok, voilà, tout ça. Mais bon, moi je veux faire beaucoup de log dans la présentation. Donc je ne vais pas copier ça partout ou faire une fonction ici. Je veux être un peu plus organisé. Ça tombe bien, j'ai déjà préparé ça. Donc j'ai import log from log min.js.
pardon, MJS. Alors l'extension MJS, c'est pour bien signifier que c'est un module. Comme ça, quelqu'un ne va pas essayer de le mettre dans un script tag JavaScript là. Il sait, ah, ça c'est un module, donc je peux l'importer. C'est juste ça. On peut l'appeler .js, c'est du pareil au même. Le M est juste là pour attirer l'attention. Alors on va aller voir le contenu de log.mjs. Et ici on a ces 3 lignes. Et c'est super important, super utile ce qu'il y a là-dedans. On a export, qui va dire je veux exporter quelque chose. Default, ça veut dire si je ne fais pas un import nommé, c'est ce qui va être exporté. Donc c'est ce qui va être importé de l'autre côté. Et puis ça, c'est encore autre chose. C'est une façon de définir une fonction qui a ses propres particularités que je vais montrer à l'instant. On va voir que ça fonctionne d'abord. Donc ici, testons. On va loguer 42 et effectivement, ça log bien tout ce qu'on veut. Alors ici, j'ai pourquoi je ne peux loguer qu'une fois. Bonne question. Inner text, très très bonne question. Pourquoi ça ne log qu'une fois? Probablement parce que ok. Donc on est dans un cas où je dois recharger la preview. Est-ce que c'était 44? Oui. Donc ici je peux faire 46. Alors là, je n'aime pas ce que ça fait. On va essayer de faire plutôt des choses avec des sauts de ligne. On va aller éditer ça. Alors ici, j'ai utilisé inner text, ce qui me protège de l'injection HTML, sans devoir faire trop de boulot. Bien qu'ici, c'est un code purement personnel que je maîtrise de A à Z, donc j'aurais pu mettre inner HTML, mais aussi, c'est plus light, plus rapide à se mettre à jour. Bon, alors ici, log 45-46, très bien, on va supprimer ça. Et on va montrer un peu la différence entre function. Non, on va pas faire get number, on va faire get as, c'est très bien. Et ici, je vais dire return 10.a. Alors ici, la grosse question est que sera ce a? Voilà, ça c'est une bonne question. Eh bien, très simplement, let. Alors, let, c'est aussi un truc à voir. Et on va accepter ce que l'IA me présente. Donc, j'ai un objet qui s'appelle A, qui a un objet qui s'appelle objet, pardon, qui a une propriété A qui est 42. On dit que l'objet va recevoir une fonction, enfin, une variable getA qui va pointer vers la fonction getA que j'ai définie, qui aura son 10 et qui va pointer vers l'objet. Et donc, quand je vais appeler objet getA, le 10 qui est là va être pointé, donc ce 10 là, va pointer vers l'objet. Donc, je sauve et effectivement, on a 42. Alors, ça, on peut considérer que c'est déjà assez avancé, mais c'est le genre de bug, entre guillemets, qui peut arriver facilement. Parce qu'on pense, ah oui, que la fonction, elle est liée à l'objet, hein, et puis, après, quand on a des valeurs qui viennent d'autre part, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que par le hasard des choses, la fonction est attachée à un autre objet. Alors on peut éviter ça très facilement. Évidemment, ça va faire planter le truc, mais c'est un peu le but. Pouf. Donc là, j'ai juste changé ici. Donc maintenant, la fonction est définie comme une constante. Et puis ici, j'ai une arrow function. Et là, ça change la fonction dont le 10 se comporte. Donc on voit que ça plante. Pourquoi? Parce que le bin ici n'a pas eu d'effet. En fait, ce getA, il n'a pas de 10 lié à lui-même. Donc, du coup, on ne peut pas modifier son 10.
ce qui est très bien. Pourquoi? Parce que quand on aura ça dans un autre contexte, par exemple ceci, donc là je crée j'ai ma fonction foo et alors j'ai ça. Donc maintenant j'ai mon foo qui peut être un nouvel objet et le 10 le 10 va maintenant pointer non pas sur la fonction geta mais sur la foo.a. Donc ici le arrow function a fait que, parce que si je pourrais très bien faire ceci, et là ça buggerait normalement. Alors ici on va tester que ça, ok. Pourquoi ça bug pas? Parce que la fonction ici, le getA, la fonction là, elle est bien attachée à foo. Par contre, si je fais un peu de modification, on va mettre à 46. Donc ici, on a un nouvel objet. On va faire pareil. Donc je bind la fonction getA à l'objet, pas foo, mais à l'objet obj évidemment. Ah, mais en fait, je suis même pas objet. Donc on va pas utiliser le bind. On va juste faire ça. Et on va faire obj getA. Et là, ça devrait nous donner 46 parce que le 10 a été déplacé. Parce que simplement, bah, le 10 dépend de la plan. Mais maintenant, si je rechange ça pour avoir ma fonction comme ceci, on revient à 43. Je n'ai pas changé le code qui était ici parce que cette arrow function n'a pas de 10. Donc le 10 qui est là, en fait, c'est le 10 de foo. Et il va être entériné, il va être sauvé comme ça. Et il ne pourra pas être changé parce que c'est comme si j'avais dit 10 égale date à ce niveau-là et que... Donc c'est ce qu'on faisait avant. Et puis qu'ici j'avais utilisé le date. C'est la même chose. Et donc forcément on ne peut pas changer ce date. Et donc les arrow functions sont bien pour garder le 10 de la fonction parente. Alors un autre truc donc, important, c'est ce let qu'on vient de voir. Faisons juste ça d'abord. Ici on voit que quand je écris let a égale 42, c'est l'équivalent de var a égale 42. Mais il y a une petite différence, c'est que si je mettais a égale 43 ici, et que je sauve, ça plante. Par contre, si je mets var, et que je sauve, ça fonctionne. Alors ça vient du fait que le var a pour portée la fonction. Et donc quand on écrit var a, automatiquement, JavaScript va mettre le var a au tout début. Donc a existe dans la fonction dans laquelle il est déclaré, où que ce soit déclaré. Même si j'ai un if true, voilà, le code va encore fonctionner. Alors, on va peut-être mettre un false ici. Le code va encore fonctionner parce que var a été déclaré. Var a pour porter la fonction ou le module. Donc, en général, on ne veut pas ça. Si je viens mettre un let ici, là, le a, il est directement en rouge parce que la portée de let, c'est le bloc. Et surtout, sa portée commence là où la variable est déclarée. Et donc, du coup, ici, a n'existe pas non plus. Très important. Donc, très bien. Donc, du coup, on voit que let a une portée plus limitée. Alors,
Parfois aussi, on veut des constantes. Bah, très bien. Maintenant, on a les constantes. Donc, si je mets ceci, on voit que ça fonctionne évidemment. Mais si je fais ceci, ça va planter parce que bah, A est une constante, on ne peut pas le modifier. Parfois, on veut un objet constant. Donc ça veut dire on veut faire ceci. Voilà, on va mettre un objet. Hop. Oui, enfin, je sais pas ce que je fais là. C'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, on a notre objet. On peut faire foo. Point foo. Et on voit que ça fonctionne. Je ne peux pas modifier foo. On voit que ça plante. Par contre, je peux dire que foo.foo égale 46. Ça n'y a pas de souci. Parfois, on veut que ce ne soit pas possible. Alors pour ça, on peut faire object.freeze. Et ça va figer l'objet. Donc maintenant, ça plante à nouveau. Et pourtant, là, j'ai bien modifié une propriété de l'objet. Je ne peux pas non plus faire ceci. Ajouter une propriété. Donc on a la garantie que cet objet-là, on ne pourra pas faire changer une propriété, ajouter ou quoi au caisse. Il est freeze. Donc c'est bien comme fonctionnalité, hein, forcément. Un autre truc sympa, on va garder notre foo, c'est que parfois on veut ajouter des propriétés. Alors on pourra mettre, allez, je sais pas moi, secret 4267, voilà. Et puis on met une valeur. Le problème c'est que si je viens ici et que je fais JSON.stringify de foo, là on va voir, ah tiens, une propriété non documentée. Et on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc, pour ce problème, on a une nouvelle fonctionnalité qui sont les symboles. Alors, ok, d'accord, on a les symboles, c'est fantastique, mais comment on les utilise? Bah, on a une nouvelle fonctionnalité qui sont des clés dynamiques. Alors, si je sauve, on voit que j'ai rien ajouté, mais si, il y a bien un objet caché. On va donc dupliquer ça, et je vais foo. Et alors ici j'ai besoin, donc je vais pas faire point, j'ai besoin de ma clé secrète. Et on voit que j'ai pu extraire mon... Alors, on va mettre un 47 parce que sinon on voit pas lequel c'est. On voit que j'ai pu accéder à cette clé secrète. C'est très bien pour faire du stamping, c'est-à-dire que si on a un objet qu'on considère opaque et on dit au client, donc au code appelant, voilà, c'est cet objet-là que tu dois modifier, tu ne dois pas m'en passer un autre, parce que peut-être qu'on a une info, l'utilisateur ou que sais-je, ou des infos qu'on veut travailler avec l'objet, mais qu'on ne veut pas qu'elle soit modifiée par l'utilisateur. Enfin, donc l'utilisateur qui est le code, hein, qui est le codeur. Eh ben, on va utiliser ça. Comme ça, on sait, ah, ça c'est bien notre objet parce qu'il a une clé que seul mon module peut utiliser. Évidemment, il ne faut pas exporter la clé, mais, enfin le symbole. Si on garde le symbole au sein du module, on est sûr qu'on est le seul à pouvoir accéder. Même si quelqu'un d'autre utilise le même symbole, ça ne fonctionnera pas. Là, il faut faire gaffe. Parce que c'est un piège facile. C'est de se penser que ce que je mets ici, c'est la clé du symbole. Et donc de se dire que les deux variables là sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc chaque fois qu'on appelle symbole, on a un nouveau symbole qui sera utilisé. Si on veut des symboles partagés, on doit faire symbole fort. Et là, le symbole est partagé. Mais le souci de ça, c'est que si quelqu'un connaît la clé, donc ici, nanana, donc si quelqu'un connaît la clé, il y a accès. Donc, parce que cette clé-là, elle est globale. Ça veut dire que
si j'ai un autre module qui a la même clé, donc du coup je vais l'appeler non, parce que comment je peux faire ça? Bah, je vais faire ok, on va faire l'objet. Donc je vais faire B. Donc ici, est-ce que ouais, donc B reçoit un objet. Cet objet reçoit un symbole fort qui sera 46. Et alors, pourquoi elle n'accepte pas ici? On va faire ça comme ça. Donc ici, on exporte B et qui a un symbole secret 46. Bon, ok. On va revenir dans mon démo.js et là, je vais importer B. Mais cette fois-ci, c'est plus un import par défaut, c'est un import nommé, donc on doit le faire comme ça. Évidemment, l'IA essaye d'être... Tiens, là j'importe 2 fois. Est-ce que je peux juste faire ça? Oui. Donc là, on a notre B. Donc on a un import par défaut, un import nommé. Et ici, je vais accéder... Bon, ça, on s'en fout. Ici, je vais accéder mon B. Donc si je fais log JSON de B, c'est un objet. Si je fais JSON.stringify de B, c'est un... Comment ça? Ah, le truc a craché, ok. Et pourquoi il aime pas le... Bon, je sais pas trop. Et on va ici dire symbole. Si je mets secret, ça va pas aller parce que... Ouais, on va... Attends, parce que... Ça va pas aller parce qu'il connaît pas, donc ça devrait être undefined. Non, pas 46. Pourquoi il me met 46 lui? Ah oui, il me met 46 parce qu'ici j'ai déjà le symbole fort. Et donc si j'enlève le fort, ça ne fonctionne plus. Ça met undefined parce qu'on accepte une propriété qui est undefined. Et donc ça montre bien que symbole fort permet un partage entre modules. Mais si je fais json.stringify de B, ça va rien afficher parce que les symboles sont cachés. Et donc on a déjà une certaine forme de partage, mais où on doit savoir la clé parce qu'elle n'apparaîtra pas dans les JSON stringify. Où on peut carrément masquer sans utiliser le for. Donc très intéressant. Alors pour les clés composées, pourquoi ou dynamiques, je vais dire. Si je fais foo json.stringify foo comme ça, non, comme ça, à chaque fois que mais là il connaît pas, donc ici je vais mettre ok, voilà. On voit que ma clé, je pourrais très bien faire ceci et j'ai une clé qui sera dynamique. Donc elle change en fonction du temps. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité aussi. Alors autre chose de sympa, c'est que si j'ai un objet, voilà, j'ai cet objet là, je fais stringify dessus, je peux très bien accéder à un seul élément. Par exemple, si je ne suis intéressé que par x, je peux ici faire x
et n'afficher que le X. Donc ça, c'est la déstructuration. Alors, je peux renommer mon X. Donc là, je dis la clé c'est X et on va mettre dans une constante nommée X1. Et je peux évidemment faire du plus complexe. Imaginons que j'ai un segment. Voilà, on va mettre donc le point A et le point B. Voilà, on va dire que c'est 67 et 42 pour dire qu'ils sont différents. Et je peux aller chercher A. Dans l'objet A, je vais aller chercher le X et je vais l'appeler AX par exemple. Et donc là, je peux aller directement utiliser AX. Et donc j'ai été, alors on voit pas que ça a été modifié, mais je vais mettre 43. Et donc je peux aller dans l'objet. Très pratique quand on a plusieurs valeurs, mais qu'on est intéressé que par une seule. Alors, ça, on peut le coupler avec les fonctions standards. Voilà, par exemple, j'ai ma fonction doStuff. Et ici, je peux aller mettre un objet. XY. Et puis, je peux, par exemple, loguer d'abord X et puis loguer Y. Et donc, je peux appeler doStuff en disant X est 42, Y est 67. Et on voit que c'est logué. Ici, l'avantage, c'est que j'utilise directement les clés dans mon code. Je peux renommer, évidemment. Ça fonctionne. Je peux faire la déstructuration, en fait, comme j'avais fait avant. Hein. Je pourrais aller dans les sous-objets, etc. Ça fonctionne avec les tableaux. Donc, si j'ai un point représenté par un tableau, c'est souvent le cas, par souci de performance, là, je peux très bien faire ceci, par exemple. Alors, si j'ai plus d'éléments, c'est pas grave. Ça prendra que les deux premiers. Si je ne veux 2, 3, 4, 5. Si je veux passer un élément, je peux passer l'élément. Donc là, j'ai 2 et 4 parce que j'ai passé celui du milieu. Donc, ça permet aussi de faire un peu de pattern matching. Enfin, c'est pas vraiment du pattern matching, mais c'est de la déstructuration un peu avancée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la possibilité de passer tous les éléments qui restent. Donc maintenant, si j'ai un tableau, par exemple, et puis j'ai d'autres éléments, et ben, ça va créer un tableau dans reste qui va contenir tous les paramètres. Donc, enfin, tous les paramètres restants. Enfin, tous les arguments plutôt. Donc, si je dis 2, ça va me faire 7. Voilà, parce que reste, ce sera le tableau en quelque sorte qui est ici. Donc, ça me permet de faire des appels variadiques, donc c'est-à-dire arité variable ou nombre de paramètres variables. Donc voilà. Donc ça, c'est encore une autre fonctionnalité très disponible. Alors, bon, je vais enlever le B ici qui ne sert plus. Autre truc sympa, c'est que les fonctions peuvent maintenant, enfin depuis, ça fait... Donc c'est des choses qui ont peut-être 10 ans, hein, donc c'est pas tout nouveau, mais c'est des choses que je ne vois pas dans les codes sources. On peut avoir des fonctions qui seront des générateurs. Voilà, on a foo par exemple. Et je vais l'appeler ici.
Et donc là, ça m'a donné ce qu'on appelle un générateur. Tiens. Donc f.next. f.next. Et donc ici, ben non, allez. Ici, je peux ok, hop. Ici, je peux accéder aux valeurs suivantes. Alors, je vois que je fais une erreur. Donc, on va voir for off, const number of f, log number, 67. Donc c'est bien ça. Donc, parce qu'en fait, donc, mais donc pourquoi bon, qu'est-ce qui était pas correct alors? Je sais pas. Mais donc voilà, donc là j'accède à mes deux valeurs successives et je pourrais avoir alors par exemple ici on va faire while true yield alors ben non pas allez je veux pas tomber. On va faire let a égale a yield a fois 2 a plus plus. Alors on va faire plus plus a. Voilà. Et on va garder ça comme ça. Donc ici, j'ai un générateur infini. Et donc si je log les premières entrées, ça me fera 2, 4, 6, 8, etc. Et on voit, le PC n'est pas en train de surchauffer. Pourtant, j'ai un while true. Pourquoi? Parce que la fonction est en suspens. Alors, j'ai fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux montrer autre chose. Voilà, on va faire ça. Donc, par exemple, si je veux les 10 premiers nombres, donc je les ai ici. Voilà, petit for classique. Mais je peux aussi faire un... Donc on a... Allez. For off. Const f élément par exemple. Et alors ici je dois faire gaffe parce que... Ici ça ferait une boucle infinie. Mais je peux faire un if. Et f élément est plus grand que 100. Break. Et là, j'ai une centaine d'éléments. Voilà, ok. Alors, ici, on a notre fonction. Et je vais mettre un... Alors, est-ce que c'était... Ah, je dois réfléchir un peu. Parce que... Non, voilà, ce return sera forcément pas... Voilà, bon, ça, il y a une façon de gérer le break, en fait, quand on a un générateur, mais je pense que je ne peux pas le faire ici. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans Symbols. Non.
Ok, donc normalement, il y a moyen de faire une finalisation en quelque sorte. Pour juste savoir quand il y a un break qui est fait avant la fin de la séquence, ben, on voudrait le tester un truc. Non. Ouais, je cherche parce que je fais ça rarement. While true, IL. Donc, parce qu'il y a moyen parce que juste ça, si on veut, par exemple, itérer sur un fichier, des choses comme ça, il faut pouvoir le fermer au bon moment. Et donc, ça devrait être possible. Alors, bon, tant pis, ça. Mais bon, c'est déjà bien de pouvoir faire ça. Alors, l'avantage d'avoir des fonctions comme ça, c'est que si j'ai, par exemple, quelque chose comme ça, ok, et là, je vais faire height égale j'ai par exemple un arbre comme ça. Donc left, right, et puis left, right. Et puis là, on peut avoir une valeur ou un nœud. Le B, on va faire pareil. Et maintenant, je veux parcourir cet arbre-là. Alors pour ça, on va faire une fonction. Et dans ma fonction, ce que je vais faire... Alors, qu'est-ce qu'il me fout là? Non, bon, ça, bon, les IA sont pas tout le temps top. Hein. Donc je vais dire j'ai un nœud. Et alors, qui aura un gauche et un droite. Et donc je vais faire un walk tree de left, node.left. Et puis un walk tree de node.right. Et puis, une fois que ça a fini, condition d'arrêt, if object.is est-ce que j'ai isObjet? Non. On peut dire si as own property L. Alors on va aller dans... On va walker le truc. Si le node a sa own property right, on va walker le right. Puis ici, bah, donc du coup... Alors, non. Alors, non, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que ce qu'on va faire c'est... Je vais donner le node. Ouais, on va pas attendre node. Enfin, c'est bien d'avoir ça, mais on va faire condition d'arrêt if node is finite. Par exemple, voilà. Si c'est ça, alors on va faire un log de node. Donc ici, on va afficher l'arbre.
Et là, on a décidé de faire tout le côté gauche, puis hop, remonter. Enfin, côté gauche, remonter, côté droit, etc. Donc, log... Ah non, non, pardon. On va faire un walktree de A. Et donc, on a 42, nanana. Mais voilà, on peut faire un walktree de B. Et puis, on voudrait comparer les deux arbres. S'ils ont le même contenu dans le même ordre. Alors, pour faire ça, ce qu'on ferait normalement, c'est de parcourir les deux arbres en parallèle et puis de regarder dans chacun des deux arbres. Maintenant, je veux faire la même chose. Je vais juste mettre une étoile ici. Et je vais faire un yield ici. Et j'ai mes deux itérateurs de près. Donc ici, je vais pouvoir faire while. Enfin, on va d'abord faire un walktree. Qu'est-ce que c'est que ces autocomplétions un peu scabreuses? TA. Donc, ce sera mon tree avec A. Ça, ce sera mon tree avec B. Et puis, on va faire voilà. Ici, ce qui est pas cool, c'est ça. Donc, donc, on va utiliser ce qu'on a appris. On va faire let ta value, je sais pas, on va faire égal ta.next. Tant que c'est pas fini, alors on a une valeur, ok. Et ici on va faire ok, on va faire let tbv égale tb.next. Donc là je parcours B en même temps. Donc tant que ça et ça, tant qu'ils sont pas done, ok, alors on va dire ta.next qui va aller dans TAV et TBV égale TB.next. Jusque là on est bien. Tant que nanana et tant qu'on y est et TAV value égale TAB. Voilà. Donc là, j'ai mes deux itérations qui vont se faire. Ok. Et alors ici, ici c'est comme ça ne peut se faire que si les deux valeurs sont les mêmes. Et ici, on va nous dire est-ce que les deux arbres contiennent la même chose. Alors, c'est contiennent la même chose, mais je n'ai pas parlé d'ordre. Enfin, donc, parce qu'en fait, ici, ça va d'abord descendre dans tous les nœuds de gauche. Parce que ça va à chaque fois voir qu'il y a la gauche. Puis ça va remonter, aller dans la partie droite. Et donc, on fait tac, tac, tac. On remonte, tac, 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 tac. Donc, c'est du depth first. Voilà, et c'est en préfixe. Non, ouais, préfixe. De gauche à droite. Parce qu'on pourrait très bien faire d'abord les nœuds de droite. Et donc ici, voilà, donc ici je peux modifier les arbres. Donc si je dis 68,
Normalement, ça va faire false. Alors, pourquoi tu me fais... pourquoi tu me fais... Ah, parce que... Ok, ok. TB, TAV. Ok, mais pourquoi? Pourquoi tu me donnes des trous, toi? Ah, bah, disons... Non, elle peut pas me donner du trou, là, parce que j'ai un 68. Donc, il y a un truc qui ne va pas. On bloque A, on bloque B. TA, TB. TA, TB, TA, TB. On va mettre ça de côté. Et on va voir ce que TAV me dit. Ah oui, mais évidemment. Mais peut-être que je regarde pas au bon endroit, mais... Donne trou. Ah. Donne trou. Bah pourtant, ça devait... Oui, parce que là, il n'a pas le temps d'aller... il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Ah si, il fait qu'un yield. Donc il doit faire au moins un yield. Ah, je vois. Donc ici, on a effectivement ça. Alors... Ah non, même pas. Non, c'est correct. On rappelle... Ah non, parce que lui... Ok. Parce qu'ici, je retournerai à... Je retournerai un générateur. Donc là, maintenant, je le décapsule. Ok, donc là, maintenant, c'est mieux. Ok, ça, c'est une petite faute. Alors, donc maintenant... Oui, parce que là, j'ai une valeur de différence. Donc, je vais mettre 67. Voilà, donc maintenant, ici, on peut revenir à ce qu'on faisait avant. Donc, TAV. Voilà. Donc ici, c'est true. Et si je modifie, par exemple, un nœud, on aurait dit. La blague est pas bonne, non? Donc 43, true. Ah, parce qu'ils sont pas done. Parce qu'ils ne sont pas done. Ok. Donc ils doivent être... Ah. Voilà. Ok. Ça c'est parce qu'évidemment, doivent être égal tous doivent être égal à true. Hein. Donc maintenant, si je mets ça 68, ouais, ça c'est un cas particulier parce que c'est le dernier élément. Non, même pas. Ah, parce que... Ah non, ça doit être... Donc ça, c'est vrai. Comment est-ce que... Ah, maintenant, il me dit false. False égale false. Et... True.
Ah, parce que j'ai un 43 ici. Ok, donc maintenant on met un 68 ici. Ok. Ok, donc ici. Ok, donc maintenant on peut comparer les arbres. Et alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça ne tient compte que de l'itération. Donc si je prends ce nœud-là, donc le left, tac, 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 donc si je supprime ça, je dois le mettre à un nœud de gauche, ben, je devrais le mettre à gauche plus bas. Donc si je prends celui-là, donc ici on est à trou, si je prends celui-là, ah mais j'ai pas de nœud vide. Ah si, j'ai la notion de nœud vide. Donc si je prends celui-là et que je le mets dans celui-là, mais dans celui-là j'ai un enfant qui contient L égale 42. Là il me dit false. Alors on peut tricher, hein. On peut tricher en disant log tav.value tab.value tbv.value pas, mais non, pas un console.log. Donc là j'ai ok, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ça. Là ici, un autre truc sympa, c'est je peux faire tbv, je peux faire alt enter, replace with template string. Ok, donc il fait 42, 42, 67, 67, 42, 42. Donc 42, et puis blablabla, 42, 67, 67. Puis il doit remonter. Puis il fait 42, 42. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, il m'en manque un. 42, 67, 42. Ah oui, et puis ici, 42, 67. Ok, donc ici, c'est bizarre ça. Et donc ces deux arbres là, quand on les parcourt en deep first et de gauche à droite, ils auront le même parcours. Et donc on pourrait dire qu'ils représentent la même chose. Et on voit que l'algorithme pour faire ça, avec nos générateurs, va être très simple. Alors ici j'ai dû mettre une étoile parce qu'en fait quand on appelle un générateur, ça crée un générateur comme on a vu ici, qui a une méthode next, etc. Et en mettant la petite étoile là, ça va décapsuler et ça va commencer, ce yield là va commencer à produire toutes les valeurs produites par le générateur ici. C'est juste ça que ça fait. Et donc ça me permet d'écrire un code récursif comme celui-ci. Et donc bah, finalement ma boucle ne sait rien aussi à propos de la structure de la donnée. On est en train de parcourir un arbre, hein, et dans notre code on ne voit pas le parcours de l'arbre. On voit juste qu'on parcourt un itérateur, et c'est tout. Donc c'est super utile. Ce qui veut dire aussi, puisqu'on parle d'itérateur, tout ça peut être remplacé. Je pourrais très bien avoir un code qui serait je vais évidemment commenter ça. Donc let, enfin pas tout, je vais commenter juste scale ici, voilà. Et je vais faire let ta égale iterator.from, hop,
Et puis ici, je peux mettre, on va recopier 42, 40, 42, 67, 42, 42, 67. Je vais finalement garder TB. Comme ça, on voit que on parcourt deux structures de données assez différentes. Donc d'un côté, j'ai un arrêt, de l'autre côté, j'ai un arbre, et puis le code ici, je ne l'ai pas touché. C'est le même code qu'avant. Alors forcément, ça va mettre true parce que c'est true, donc je vais mettre un 8 pour montrer que on est bien occupé à faire ce que je dis. Et donc ici, on voit très vite l'avantage, c'est que j'ai deux structures tout à fait différentes, mais on a un ordre bien défini pour les parcourir, et on peut vérifier si cet ordre bien défini va produire les mêmes éléments. Et donc on a abstrait en fait la structure de données avec son parcours. Et tout ça grâce à quelques mots-clés. Bon, très bien. Donc ça, c'était les générateurs et avec ceci. Alors, il y a un petit dernier truc. Mais là, je vais utiliser du code plus propre pour le montrer. C'est si j'ai un générateur, alors on va pas faire du walkthrough, donc on va tout supprimer. Et je vais faire un générateur très simple. Et quand je dis très simple, c'est... Alors... On va faire un truc qui va gérer les states. Donc ce sera un générateur, comme on a dit. Sauf qu'ici, je vais faire un petit yield 1, mais je vais faire ceci. Et ici, c'est pas intéressant. 1, 2, 3, 42, 67, hop. Voilà, resp 4. Là, ici, maintenant, ce qu'on a, c'est que j'ai mon petit générateur function ici. Et je peux dire state, évidemment. Et je peux dire s.next, mais dans next, je peux passer une valeur. Donc, par exemple, si je dis next.next 2, voilà. Et je dis lr égale G1. Donc ici, on a ce premier-là qui... Ouais, d'ailleurs, peut-être le sortir du coup. Comme ça, c'est moins... Ouais, ça part... Ouais, c'est mieux. Ok, donc là, j'ai 1. Et j'ai passé 2 à R. Donc, maintenant, si je fais R égale s.next, je passe 4 par exemple, 42 par exemple. Voilà, donc ici, j'ai passé... voilà, donc j'ai passé 2. Donc, donc, j'ai d'abord 1. Et puis, on arrive ici dans le switch. Quand j'ai appelé le next à 42, on arrive ici. Et il a 3. Donc, si je dis 67, il va nous mettre 67. Donc, en fait, en passant le 42 ici, par contre, je comprends pas pourquoi il me veut un tableau. Bon, ok, j'ai passé 42. Donc, donc quand j'arrive de mon premier yield, on fait un next avec 42. Donc, le résultat de yield 1 va être mis au résultat de la valeur que j'ai passée à next. Donc ici, maintenant,
Si je fais rnext égale 1 par exemple, alors il va me répondre 2. Et donc on peut piloter le générateur à partir du consommateur. Voilà, ça peut être utile aussi. Donc c'est une fonctionnalité. Et donc on vient de voir ça. Alors un autre truc important, c'est les promises. C'est aussi vieux maintenant, ça a aussi un truc comme 10 ans. Donc si j'ai une requête à faire, imaginons je veux faire un peu d'étraînement, je vais faire new promise. Il me propose déjà un timeout, très bien. Et il résolve sans rien. Donc j'ai ma promise, ok, set timeout. Ici on va utiliser une fonction comme ci. Et on va dire resolve avec 42. Et maintenant, je peux log... Non, je peux faire un p.den. Et là, je peux loguer R, le résultat. Et donc là, il prend un peu de temps. Alors ici, on va mettre 5 secondes. 5, j'ai dit. Ok, hop. 67. Donc je vais sauvegarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça prend un peu le temps. Et donc, ce den va permettre d'attendre plus longtemps. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que si j'ai une autre promise, alors, on va pas se casser la tête, on va recopier le truc ici. Alors, je vais pas mettre chaque fois 5 secondes, mais on va mettre 2 secondes. Je peux très bien prendre new promise. Alors, comment on va faire pour que ça fasse bien? Non, ok, on va le faire ici. Return new promise. Boom, set timeout. Ok. Sauf qu'ici, je veux aussi une seconde. Et ici, je vais faire resolve R plus 2. Et puis, voilà, point then. R log R. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Maintenant, tiens, pourquoi est-ce qu'il met... Ah, parce que ça, le 1000 ici est mis au mauvais endroit. Voilà. Maintenant, ici, il attend 2 secondes. Parce que il fait la première promise qui est ici. Donc, le resolve est appelé dans la promise à partir après une seconde. Avec la valeur 67. Le den va recevoir le 67. Le 67 va être exécuté par cette seconde promise qui va faire quoi? Qui va additionner 2 après une seconde et qui va être resolved. Et donc maintenant, à la place d'avoir allez, normalement, pour faire ça, on aurait un callback et on aurait quelque chose comme get 67. Puis ici, on aura un callback. Et puis on aurait callback 67. Et puis on aurait un function add to avec un callback qui serait callback qui aurait un... Voilà, okay, qui serait... Voilà, et donc là, il faudrait se casser plus la tête. Donc, add to. Et qui serait, j'ai besoin de la réponse. Mais en vrai, on n'aurait pas... Donc on ferait get prend un callback. Le callback a un paramètre qui est la valeur. Donc 67. Le add to recevrait un callback qui aurait une valeur.
nanana. Donc on appellerait donc lui nanana, et puis on ferait add to. Donc ici on ferait get 67. Là on aurait notre numéro. Et puis là, on devrait appeler l'autre qui ferait add to. Et qui lui aurait un callback. Et lui aurait un log. On aurait quelque chose comme ceci. Ah bah oui, et lui, oui, voilà, c'est parce que lui, il a un paramètre. Voilà, et donc lui, il ferait quelque chose comme ça. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que plus j'aurai des callbacks qui vont être imbriqués, plus je vais avoir mes fonctions qui vont avancer. Alors que avec la promise, ce qui va se passer, c'est que le code va se développer verticalement. Donc c'est une grosse différence. Plutôt que d'avoir tout qui va être imbriqué, on aura tout qui se suivra de façon logique. Mais un autre truc sympa, c'est que... Ah ouais, donc du coup, ici, si je fais ça, le code va quand même afficher la fiche undefined. Oui, parce que... qu'est-ce qui fait que... voilà. Donc 69. Ah ouais, c'est tous les undefined qui n'ont pas de sens ici. Voilà, donc là, on a le résultat du callback et le résultat de promise. Et on voit que les promises, les calls s'enchaînent. Alors que... Alors que ici, les calls sont imbriqués. Maintenant, on peut encore améliorer la promise en disant, on va enlever tout ça et on va faire func. Alors, comme j'utilise un timeout, je ne peux pas vraiment utiliser le async, mais on peut garder ça comme ça et je vais faire func. Je vais faire un async function add to. Et on va tricher un peu. On va faire un await new promise avec notre timeout, etc. Resolve et alors n plus 2. Et ici, ce serait pareil. Voilà, on va avoir notre 67. On va faire un return. Donc ici, maintenant, j'ai déclaré A5, ce qui veut dire que je peux utiliser un await dans la fonction, parce que ce sera une fonction qui va être suspendue. Je retourne une promise. Là, je fais même un await new promise. Donc, cette fonction-là va attendre que la promise là soit dans un statut resolved avec le résultat 67. Pas ici. Et maintenant, mon code général, donc ça, j'ai plus besoin. Mon code général peut tout simplement faire let n égale await get and let m égale await add to de ça console.log m. Et donc là, on a nos 2 secondes. Non, alors
get return await new promise nanana set timeout resolve await. Alors là, il n'aime pas quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Get 60 resolve. Ah ouais, parce que c'est console.log encore une fois. Ok, donc là, console.log, parce que c'est... Là, c'est une page HTML. Donc là, il log bien le M qui est 69 en prenant plus 2. Donc il fait bien, il découpe bien. Donc l'avantage de ça maintenant, c'est que notre code, il ressemble à du code synchrone. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de den, il n'y a pas de trucs bizarres. Tout est bien, bien joli. Donc ça, c'est aussi disponible depuis longtemps. Là, mon code est plus complexe que le code réel. Enfin, plus complexe. Parce que j'ai dû créer une promesse pour pouvoir utiliser le set timeout et en faire un resolve. Mais ça montre aussi comment on peut prendre une ancienne API et en faire une nouvelle. Alors, un exemple de API qui est utile, c'est le fetch. Si je fais fetch, voilà, et puis je lui donne une URL là. Alors, est-ce que place, alors place kitten par exemple, lui il a un den, mais moi je veux pas un den, je veux faire un await, donc je vais faire let resp égale await, et là j'ai ma réponse, donc je vais faire resp.ok. Alors là on a probablement un... Oui, parce que je suppose que le site est en HTTPS. Non, ok, on va prendre un site un peu... On va faire google.com. Est-ce que c'est parce que on ne peut pas le faire depuis... Ok. Donc là, c'est un problème de Corse qui est aussi un truc qu'on peut utiliser pour sécuriser la page. Et là, on peut simplement pas accéder à Google. Donc, on va mettre... Est-ce que... Ah oui, j'ai example.com. Et toujours... Ok, non. Avant, c'était... il y avait un truc qui était example.com. Ok, on va prendre ça du coup. Et on va le mettre dans... Pas là, dans démo. En espérant que lui, il n'a pas de limite. Ok, donc lui, il a bien. Alors là, on a notre response HTTP. Et OK, c'est simplement une propriété qui nous dit si le statut est 200 ou 302. Enfin, donc si le statut est OK. Ce qui me semble, il prend... Ah non, il prend pas les 300. Donc c'est juste si c'est un statut 200. Ça craint parce que
la 302 serait valable. Ben ok, d'accord. Et alors, ici, on a la réponse, mais donc on peut faire if response. On a la réponse, mais on veut le JSON. Et le JSON, c'est une méthode qui va convertir la corps de la réponse en JSON, mais aussi de façon asynchrone. Et donc, on doit faire un JSON pour pouvoir l'interpréter, quoi, le parser. Pas l'interpréter, mais le parser. Et donc, alors ici, pourquoi j'ai ça? Non, ça devrait fonctionner, c'est du JSON, d'après. Pourquoi est-ce que... Hop. Allez, on redébug. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a comme souci maintenant? Ah, c'est pas du JSON valide, ok. Comme quand il faut lire les trucs quand on utilise... non, ça c'est pas... Je vais aller dans démo. On va rajouter le petit segment. Et ici, évidemment, on va faire un JSON.stringify. Enfin, et donc ici, ben, on voit l'utilisation du await, parce qu'on a utilisé le await ici, et on voit que ça a bien attendu à chaque fois. Normalement, on aurait dû faire then, and then. Donc ici, on a pu se passer de then. Mais donc voilà, encore une fois, une simplification de nouveau JavaScript. Est-ce que nous avons vu les essentiels? Const, let, déstructuration, fonction, arrow function, promise, juste la base, le await async, juste la base, générateur, juste la base. Mais c'est déjà vraiment pas mal, hein, voilà. Donc, c'est tout un package, les imports aussi qu'on a vu très rapidement, et l'utilisation des modules. Donc, ça simplifie le coding en JavaScript beaucoup, mais peu de gens le font. On a vu aussi les itérateurs. Alors, les itérateurs, je vais pas montrer beaucoup dessus, mais ils sont quand même importants parce que si j'ai un truc comme ça, attends, on va demander, on va le laisser faire, voilà, tac, 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 on va garder du let. Mais ici, je vais mettre 1000, voilà, et on va créer, donc, on va créer un bon gros tableau. On va faire let a égale nanana, point length égale 1000. Ah ouais, ça c'est un truc magique de JavaScript, hein. Je peux assigner length et ça va me créer déjà un tableau à 1000 éléments. Et je fais ça parce que là, il ira plus vite à m'assigner un gros tableau que de faire plein de petits push les uns après les autres. C'est une optimisation. Donc c'est juste pour être pour que le PC travaille moins. Donc là, on met juste le numéro de 1 à 1000. Et puis, on peut faire un truc naïf d'abord. On veut, par exemple, faire a.filter. Et puis, on va faire... Alors, moi, j'aime bien mettre it parce qu'en Kotlin, il y a ce truc qui... Il y a it qui est la variable par défaut. Et on va faire quelques filters. Alors, normalement, on devrait reconnaître assez vite ce que j'essaye de faire. De façon très dégueulasse. Mais why not? Alors, j'ai ça. Et puis, on va faire... on va terminer par un for each. Et on va loguer.
Voilà. Donc si je lance ça, alors c'est ultra rapide parce que bah, malheureusement, il se trouve que... Ah ouais, mais là c'est... Voilà. Voilà. Là on sent un peu plus le... Voilà. Alors, je perds une bonne partie à cause du DOM. Mais l'idée c'est lent. Maintenant, je vais juste ajouter alors un truc ici. Je vais dire itérator de A et je vais sauvegarder. Ouais, alors c'est pas... ok, on va juste faire ça. Et je vais sauvegarder. Et ici, ouais, ça reste... mais c'est plus rapide dans le sens que... comment on peut montrer ça? Euh, ah, je sais comment. C'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais... Voilà. Ça en millisecondes, il y a moyen d'être plus précis, mais c'est pas grave. Et alors ici, on va bypasser le log parce que le log, le problème c'est que le DOM met du temps à s'actualiser, donc tout le temps serait mangé par le DOM. On va juste loguer le temps de maintenant moins le temps de début. Voilà, 1 milliseconde. Bon, ok, c'est cool. Une milliseconde. On peut voir si... voilà, ça reste cool, ça reste bien 1 milliseconde. Et maintenant, on met juste A, on sauvegarde. Ouais, alors ici, ça c'est pas ce qui était attendu. Ah, alors, le truc optimisé. Ce qui est pas cool, donc je vais devoir demander à... Je vais devoir demander d'avoir un temps plus précis. Et pour ça, je dois me rappeler comment on fait. Parce que c'est pas la même chose. Time. Performance. Non. Non, est-ce que c'est ceux-là? Ouais. Il y a moyen d'avoir un... Parce que ok, alors, c'est pas grave, on va aller voir dans... Là, on va... script height resolution timer. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, performance now, mais le truc c'est que la performance now, allez, on peut pas le... Par contre, il aime pas ça. Donc,
Voilà, donc c'est ça. Donc il est pas hyper précis parce que il y a un problème de sécurité. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ça on s'en fout. Donc on va regarder les performances. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bon, on s'en fout parce qu'on va garder du Noah. On va faire OK. Et alors ici, je ne comprends pas pourquoi il me dit que... Attends, est-ce que je lis ça mal? Ah oui, OK. Petit, petit. Donc API que j'utilise pas du tout. OK, donc là on a ça, voilà. On va supprimer le itérateur. Et c'est beaucoup plus... Non. Pourtant là j'ai bien un tableau filter, filter, filter. Ah, shallow copy. Ok, ok. Donc ça c'est parce que le... Ok, ok. Ça c'est pas bien parce que shallow ça veut dire que il va juste reprendre les mêmes éléments. Mais par contre... Ok, donc ça c'est pas cool. Donc on va faire... on va utiliser map alors. Ne me sort pas que ça va faire la même chose. Voilà, new array. Donc toujours faire attention à... Et là, bon, ça sera moins marrant, mais on ajoute différentes valeurs. Voilà. Ça pourrait être quelque chose de plus complexe. Hop, donc ici, bon, on est en dessous de la milliseconde, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on va ajouter un itérateur. Et là, voilà, là on voit les dégâts parce que filter ne copie pas le tableau réellement. Et donc il est plus optimisé, mais map lui il fait une bonne grosse copie, donc ça coûte plus cher. Alors ici on voit qu'on passe donc de 1,5 millisecondes à... donc l'itérateur est plus lent. Non, c'est pas possible ça. Non, ça sent... Donc ça sent l'interpréteur qui est trop malin et qui fait des choses. Parce que itérateur, juste là, il va pas créer les objets intermédiaires. Bon, je suppose que ça, il peut pas le... Ah oui, mais du coup, comme je crée plein d'objets, ça va bouffer du temps. Bon, on va déjà supprimer tout ça. Ah ouais, là j'ai pris, ok, donc 3. Et si j'enlève ça, 1. Wow. Attends, est-ce que 0,08. Ah, d'un coup là, si j'enlève 0,06. Un milliseconde, donc ça c'est énorme. Et ça c'est Rikiki. Incroyable, incroyable. Bon, bah j'allais recommander là ici,
Bon, bah ok, donc là les itérateurs. Mais par contre, en mémoire, allez, il va au moins me donner ça. En mémoire, ah, pourquoi tu bloques toi? Donc en mémoire, ah ouais, mais il y a encore son vieille version, voilà. Ok, donc là on a le truc qui... Ok, donc ça change. Ah oui, du simple au double, carrément, quoi. Donc du coup, si j'enlève itérateur et que je reviens ici. Ah, ici on voit... Hmm. Ok, d'accord. Et alors en performance... Est-ce que je peux... Oui, la mémoire... Ah, mais je dois enregistrer alors. Donc ici on a en mémoire... Il est où lui? Yes, heap. Donc ce sera dans le heap parce qu'on a affaire à des arrays qui sont créés. Ça n'a pas l'air de filtrer un max. Ah, ici, voilà. Donc ici, on a bien ça. Tac. Donc, j'arrive pas à lire, mais on voit la hauteur de la ligne, ce qui est suffisant. Donc ici, c'est pur array. OK. Et maintenant, on va mettre iterator.from. Ah oui, il faudra enregistrer à nouveau, évidemment. Ah, mais je peux garder. Ok, ok. Donc on va enregistrer. Clac. On va rafraîchir. Et on stop. Donc ici, je peux comparer les deux. Ou pas. Ouais, je peux. Alors ici, là on a nos... Donc ici, en bleu, on a... Ouais, ah ouais, ça reste stable. Et on a... Est-ce que c'est des KB? Non, non, c'est pas des KB. Ah si, parce que j'ai quand même mis l'entrée. Hein, et c'est 8 bytes, je pense. Donc, ok, on pourrait dire que c'est c'est des bytes, quoi. Donc j'ai 18 millions. Et si je prends l'autre, là j'ai 11. Donc il est en train de me dire que les tableaux en mémoire prennent moins que Iterator. Non, ça c'est pas possible. Ou alors est-ce que c'est parce que... Attends, on va clear les deux. Là, alors comment je peux... Donc ici je suis sur Iterator. Donc on va... Ah mais... Prime c'est... Ok, on va s'assurer que... On va le faire fort. On va le faire 100 fois. Ouais, on va le faire 100 fois. Et on va créer 100 itérateurs. Ça me paraît... Ok, on va faire 100 itérateurs. Hop, on enregistre. On fait ça, clac. Et on stop. Ok, on va supprimer les itérateurs maintenant. Ok, on enregistre. Tac.
reste pas. Donc ici, donc, ça c'est avec. Donc, après le hip, boum, il descend. Donc, il y a un truc que là on a le hip aussi. Bien, bien, bien. Donc ici, j'ai mon hip bien rempli. 4,5. Et ici, 3,2. Et donc là, on a terminé avec 100. Donc 100, c'est le numéro 2. Et là, un hip plus bas. Cela est étrange. Ah. Bon, on a c'est ça. Bon, aucune idée. Bon, ok, donc ici, c'est chaque fois à évaluer parce que ça se trouve que utiliser les arrays eux-mêmes consomme moins de mémoire. Donc, peut-être que c'est parce qu'il est capable de réutiliser le même array. Donc, du coup, bah, la mémoire, elle est là qu'une fois. Et puis le itérateur, bah, c'est le array plus encore le itérateur lui-même. Donc, ça mange un peu plus. Peut-être que ça vient de là. Mhm. Parce qu'ici, effectivement, on a 25 itérateur.from et là on aura plus. Donc, ouais, c'est un truc à regarder. Mais voilà, c'est aussi une possibilité à garder sous le coude. Donc, c'était le tour JS des nouveautés, enfin nouveautés d'il y a 10 ans, hein, mais qui devraient plus être utilisées dans le code.